Salut Lauré Kili, pour le bac, je dois lire Pour un oui ou pour un non de Nathalie Sarraute, mais je t'avoue que je comprends pas et que j'ai pas très envie de le lire. Est-ce que tu peux m'aider? Je vais faire un effort, je vais un peu t'aider. Bon. Mais je sais pas, tu veux savoir quoi alors? Déjà, j'aimerais savoir qui est Nathalie Sarraute, parce que je sais pas qui c'est. Bon, alors, Nathalie Sarraute, on va faire vite parce qu'elle aimait pas les autobiographies. Elle naît en 1900, facile à retenir, et elle meurt en 1999. Donc, sa vie parcourt tout le siècle, aussi bien sur le plan historique, et Dieu sait si s'en passe au XXe, que sur le plan littéraire. Elle naît dans une famille de la bourgeoisie orthodoxe juive, près de Moscou, en Russie, mais très vite, ses parents divorcent, et elle va être ballottée toute son enfance entre la Russie et la France. Elle en parlera beaucoup dans son autobiographie qui s'appelle Enfance, qu'elle écrira quand elle a 83 ans d'ailleurs. Bref, elle va quand même faire de très bonnes études, notamment du droit, et elle sera avocat. Elle sera avocat, mais on sait bien qu'en 1941, il y a la France de Vichy, et la France de Vichy applique les lois de l'Allemagne nazie, donc comme elle est juive, elle est radiée du barreau. À ce moment-là, elle va se cacher quelque part en France, et puis elle se tourne totalement vers la littérature, et elle va écrire des romans d'abord, notamment Portrait d'un inconnu en 1948, et Martereau en 1953, qui vont la faire connaître, mais les romans de Nathalie Sarraute n'ont rien à voir avec le roman traditionnel. C'est-à-dire que déjà, elle fait éclater la notion de personnage, l'intrigue, l'action, etc. Fait éclater, c'est-à-dire? Mais c'est-à-dire qu'en fait, elle va écrire, plus tard en 1956, un livre très important qui s'appelle L'ère du soupçon, et qui va servir d'œuvre théorique pour le nouveau roman. Le nouveau roman, c'est quoi? C'est dans les années 50-60, un groupe de romanciers qui considèrent qu'ils en ont assez du personnage qui nous fait croire qu'il existe vraiment, avec une identité, qui habite à tel numéro de rue, etc. Là, avec le nouveau roman, le personnage va, quand je dis le personnage va éclater, c'est-à-dire qu'on ne va garder du personnage que son intériorité. La plupart du temps, il n'a pas de nom. L'histoire, elle est anorexique dans le nouveau roman, c'est pas ça qui compte. Ce qui va compter en fait, c'est ce qui se passe à l'intérieur du personnage. Dans les sentiments? Dans les ressentis, pas seulement les sentiments, hein, mais dans les ressentis par rapport à l'existence. Et en même temps que ce nouveau roman, il y a aussi le nouveau théâtre. Et le nouveau théâtre, c'est ce qu'on a appelé le théâtre de l'absurde, avec des auteurs comme Ionesco ou Beckett, qui, eux aussi, font exploser les règles du théâtre classique et traditionnel, et qui ont des personnages qui sont... qui ont des noms, des fois, ou qui en ont pas, dans des pièces dans lesquelles il n'y a pas d'action, ou en tout cas une action qui n'est que le langage, en fait. Et que ce soit chez Sarraute ou chez les auteurs du théâtre de l'absurde, en fait, la seule action, c'est par le langage qu'elle arrive. Donc c'est une période qui va révolutionner la littérature. Mais au départ, Sarraute n'écrit pas de pièces de théâtre, elle n'écrit que des romans. Et certains très connus comme Le Planétarium, par exemple. C'est seulement quand elle a déjà un certain âge, puisqu'elle a 64 ans, quand une radio allemande lui demande d'écrire une pièce pour la radio. Et là, au départ, elle refuse, parce qu'elle dit non, mais mes œuvres, elles sont pas faites pour ça. Et en fait, on va voir que si, ces œuvres sont faites pour ça. Et la première œuvre qu'elle écrit pour le théâtre, elle s'appelle Le Silence, et c'est pas pour rien. Puis on aura 5 ou 6 autres qui vont suivre, jusqu'à arriver en 1981, avec Pour un oui, pour un non. Et, bon, pour finir son histoire, sa biographie, en fait, elle continue à écrire jusqu'au bout, hein, donc à 83 ans, elle écrit son autobiographie, mais d'une façon aussi très particulière, ça ressemble pas aux autobiographies anciennes, puisqu'elle se focalise sur ses ressentis. Et en fait, Enfance, c'est comme le reste, c'est-à-dire que toute sa vie, elle aura écrit sur ce qu'elle a appelé dès 1939 les tropismes, qui est l'objet d'un recueil de nouvelles qu'elle a écrit justement sur le ressenti interne du personnage. Un tropisme, des tropismes, c'est quoi un tropisme? Oui, alors, franchement, pour comprendre Sarraute, il faut comprendre ce qu'elle entend par tropisme, parce qu'il y en a partout dans son œuvre. Un tropisme, alors au départ, le terme, il vient du grec, comme d'habitude, tropos, veut dire mouvement, retournement. Et elle utilise un terme de biologie qui explique que les organismes vivants, certains organismes vivants, se meuvent en fonction de stimuli extérieurs. Se meuvent, ça veut dire quoi? Bouge.
Se bouge. Oui, bouge, se tourne. Ah, ok. Parce que c'est un tournement, le tropisme. Ah, Donc, ok. par exemple, un tournesol, ça se meut vers le soleil. Ça se veut. D'accord. Et un papillon de nuit, ça se meut vers la lumière. Ok, ouais. Parce que c'est attiré par la lumière. D'accord. Et en fait, elle va appliquer cette idée de tropisme à l'individu, à l'homme. En fait, ce qui intéresse Sartre, c'est ce qui n'est pas explicitement exprimé. C'est ce qui est ressenti. En gros, c'est ce qui n'est pas dit. Et le tropisme, c'est ce qui n'est pas dit. C'est ce qui n'est pas dit, mais qui va avoir une forte implication sur celui qui reçoit le message. Et en fait, elle va, par son écriture, elle va donner à voir ces tropismes qu'elle appelle des mouvements psychologiques imperceptibles. Mais ces mouvements psychologiques, ils vont influer sur nos interactions. Par exemple, si je rends une copie à un élève et que je lui dis bah tiens ta copie, ou si je lui dis tiens ta copie, ou tiens voilà ta copie. Je lui dis 3 choses différentes en fait. Et lui, de toute façon, il va interpréter mon message d'une certaine façon en fonction de son histoire, de sa perception de lui-même, de sa perception de moi, de la perception qu'il a de la manière dont il travaille, etc. Et donc, il peut me dire tout de suite j'aime pas la manière dont vous me l'avez dit, mais s'il dit rien, peut-être que ça va en quelque sorte macérer en lui, et il va y avoir une inimité entre nous qui va se créer, et on va pas savoir pourquoi. Mais c'est exactement ce qui se passe dans la pièce en fait. C'est-à-dire que le tropisme, c'est vraiment quelque chose d'imperceptible qui se passe en moi quand l'autre me dit quelque chose. C'est pas seulement les mots d'ailleurs, parce qu'il peut me dire quelque chose simplement par la manière dont il me regarde, ou l'intonation qu'il prend pour me parler. Donc un geste, ça compte ou pas? Par exemple, si toi tu donnes la copie en la posant sur le bureau, en la jetant, avec un mouvement fort, est-ce que ça compte? Oui, parce que le geste est un langage aussi. Ok. D'accord. Donc l'autre va interpréter inconsciemment toutes ces micro-informations autour du mot. Et donc voilà, le tropisme, ça va être donc tout ce travail qui se passe en nous et qui va aboutir à une catastrophe, parfois à une catastrophe relationnelle. C'est ce qui arrive aux personnages de pour un oui ou pour un non. D'ailleurs, les personnages, ils ont pas de nom. Non, ils ont pas de nom. Pourquoi? Ils ont pas de nom déjà parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée c'est justement, dans le nouveau roman, de ne pas s'intéresser à l'identité vraiment du personnage, finalement on s'en fiche quoi, qui ils sont. Mais par contre, de ne pas leur donner de nom, ça permet au spectateur ou au lecteur de se focaliser sur le ressenti de ce personnage, sur l'expression de ses tropismes. Et c'est ça que Nathalie Sarraute, elle veut mettre en évidence. Bah oui, surtout qu'en plus, en n'ayant pas de nom, ils sont plus universels en fait. C'est-à-dire ça peut être toi ou moi, ça peut être n'importe qui. Mais ils n'ont pas de nom, mais par contre, ils ont des caractéristiques. C'est-à-dire que dans pour un oui ou pour un non, déjà je vais dire 2 mots peut-être sur la manière dont la pièce se passe. Peut-être, oui. Peut-être. Je comprends pas beaucoup. Voilà, alors, petit résumé. La pièce commence, ce qu'on appelle in media res, c'est-à-dire que les personnages sont déjà en train de parler, et il y a un personnage qui s'appelle H1 qui est venu voir un autre personnage qui s'appelle H2 pour lui dire écoute, entre nous, je trouve qu'il y a beaucoup de distance. Et en fait, ces 2 personnages sont amis depuis plus de 15 ans. Sauf que le personnage H2 ne répond pas tout de suite. Il veut pas répondre parce qu'il n'est pas sûr qu'il arrivera à exprimer ce qu'il ressent. Et puis arrive le tropisme, c'est-à-dire justement la cause de cette distanciation, parce que H2 arrive à dire à son ami « Mais oui, parce qu'un jour tu m'as dit « C'est bien ça ». Et tu as laissé trop de temps entre bien et ça. Enfin, je résume un peu, mais l'idée c'est ça. Et à partir de cet accident, cet incident même, on pourrait dire, du langage, les relations donc se modifient. Parce que H2 interprète ça comme quelque chose de méprisant de la part de son ami. Et la réaction d'H1, qui est beaucoup plus terre à terre, c'est de dire enfin c'est pas possible. On peut pas être à distance parce que j'ai dit d'une certaine façon ce mot c'est bien ça. C'est sur un petit détail. Voilà. Est-ce que c'est pas un peu pour ça que ça s'appelle pour un oui ou pour un non? Carrément. L'une des raisons pour lesquelles ça s'appelle pour un oui ou pour un non, c'est que c'est une expression qui justement vient dire qu'on fait tout un flanc pour rien. D'ailleurs, chez Sarraute, on trouve souvent ce genre de lieu commun, en fait. Mais ce lieu commun, en même temps, il est très bien trouvé pour la pièce, parce que, pour le coup, pour un oui ou pour un non, c'est les 2 derniers mots de la pièce. Mais surtout, c'est pour un oui ou pour un non que tout bascule entre ces 2 amis. C'est-à-dire pour un rien, pour une intonation, d'accord ? Alors, on s'aperçoit, en lisant la pièce, au fil de la pièce, on s'aperçoit que
il y a eu plusieurs situations comme ça. C'est-à-dire, il y a eu plusieurs moments où l'un des personnages, et la plupart du temps H2, s'est senti maltraité par l'autre. Mais c'est senti, hein. Ça ne signifie pas qu'il y avait réellement maltraitance, mais ça change rien au problème. Et du coup, le personnage principal, c'est H1. Les personnages principaux sont H1 et H2. Mais ils sont très différents, c'est parce que H1, c'est le bon petit bourgeois qui est heureux dans le bonheur matériel. C'est celui qui a une famille, des enfants, une belle voiture, une belle maison. H2, c'est pas du tout pareil. H2, c'est l'écorché vif, c'est le poète. Mais il veut pas qu'on l'appelle le poète parce que justement, il trouve qu'il y a du mépris dans la manière de le dire. Mais c'est en tout cas, c'est le côté, c'est plus un artiste qui est très 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 vite écorché par les mots, blessé, et qui aime une vie beaucoup plus bohème, une vie, enfin bohème peut-être pas, mais en tout cas une vie beaucoup moins normée. Il y a des tas de scènes dans la pièce où il est dans ce petit appartement et où il dit à l'autre, mais je suis bien moi là, pas besoin de ton bonheur. Donc les deux personnages appartiennent à deux niveaux de société différents, et ça aussi c'est important, parce que ce que dit Sarraute à travers ça, c'est que notre identité, elle est en lien aussi avec la société et les représentations de la société, et avec ce que l'autre nous renvoie de nous en tant que membres de cette société. Quand H1 dit à H2 « tu es un poète, point de suspension hein », H2 le vit très mal, parce qu'il lui dit « mais tes points de suspension là, qu'est-ce qu'ils veulent dire en fait ? De quoi tu parles ?» Voilà. Donc il y a cette espèce de tension permanente qui ne fait qu'augmenter, et elle augmente d'autant plus qu'à un moment donné, H2 a l'idée saugrenue d'aller chercher les voisins. Alors eux, on les appelle H3 et F, parce qu'il y a une femme. C'est quoi leur rôle ? Et leur rôle, alors, c'est très curieux, parce que leur rôle, c'est de devenir une espèce de jury populaire de la dispute entre H1 et H2. Et en réalité, ils vont pas y arriver, ils sont assez distants et ils comprennent pas du tout comment on peut se mettre dans des états pareils pour une intonation. Et en fait, ils représentent ce que disent la plupart des gens. C'est-à-dire, mais vous n'allez pas gâcher une amitié de 15 ans pour un mot, c'est ridicule. Pour un oui ou pour un non. Exactement, voilà. Et donc, ils échouent dans leur démarche, mais par contre, il y a une chose sur laquelle ils échouent pas, c'est qu'ils aggravent le conflit. Parce que, comme ils viennent plutôt prendre la défense de H1, H2, lui, est particulièrement remonté. Et donc, il va y avoir ensuite une succession de rappels, de situations, de l'un et de l'autre, qui montrent que cette amitié, elle était quand même fragilisée depuis un sacré moment. Mais à chaque fois, c'est des tropismes, c'est-à-dire ce que Sarraute, en fait, appelle la sous-conversation. La sous-conversation chez Sarraute, c'est tout ce qui n'est pas dit, mais qui est plus important que ce qui est dit. Et que, finalement, on garde en soi et qu'on partage pas, ou qu'on n'arrive pas à partager, ou qu'on partage mal. Et ça amène à des catastrophes, et notamment à une perte, des fois, d'identité et de perception de soi. D'accord. En regardant dans le livre, j'ai vu qu'il n'y avait pas de scène et pas d'acte, alors que de base, dans le théâtre, c'est comme ça, non ? Oui, mais je te rappelle qu'on est dans le nouveau théâtre. C'est vrai. Et donc, justement, on fait aussi exploser la structure habituelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acte, il n'y a pas de scène, c'est juste un dialogue très fluide du début à la fin. Enfin, très fluide, oui. Il est fluide, mais il est sans cesse interrompu par des silences, etc. Ça, on verra après. Mais en tout cas, ça a un effet de réalité aussi, d'avoir ce dialogue qui coule tout le long de la pièce. Mais s'il n'y a que des dialogues, il n'y a pas d'action ? Ah, bonne question. Alors, l'action, chez Sarraute, mais dans ses romans c'est pareil, l'action c'est le langage. Mais en réalité, il n'y a pas d'action proprement dite, parce que, et Sarraute le dit elle-même, dans toutes mes pièces, l'action est absente, remplacée par un flux et reflux du langage. Elles ne contiennent aucune action extérieure. En fait, tout ce qui arrive aux deux personnages, H1 et H2, ça passe par le langage. Il peut bien se passer n'importe quoi autour, ça n'a pas d'importance. L'action n'est causée que par la parole, donc c'est un drame, c'est le drame de la parole. Mais quand même, il y a des péripéties, il y a des choses qui arrivent. Mais pourquoi ? Parce que le langage, et là il faut que peut-être je parle un peu de Bergson. Qu'est-ce qu'il dit Bergson sur le langage ? Et en fait ça éclaire la pièce, mais ça éclaire Sarraute, mais ça éclaire nos vies aussi. Bergson dit le langage, alors je fais vraiment un résumé, Bergson dit le langage il a été inventé au départ pour nous avertir d'un danger, pour nous sauver la vie. C'est-à-dire qu'il avait une fonction très pratique. Il dit aussi, en fait, le langage, c'est une étiquette collée sur les choses. Mais ça reste un système de signes et de symboles, le langage. Donc ça appauvrit le réel.
C'est-à-dire que le réel est beaucoup plus riche que le langage. Quand je dis « je suis triste », je peux vouloir dire plein de choses. Oh, je suis triste parce que je sais plus où j'ai mis mes clés de voiture, ou je suis triste parce que j'ai perdu mon meilleur ami, ou je suis triste parce que toute ma famille est morte, ou je suis triste parce que je suis tellement triste d'ailleurs que je vais me suicider. C'est pas du tout le même sens de triste. D'accord ? C'est-à-dire que le mot ne va pas pouvoir exprimer toute la palette des ressentis. Et donc, il va mener à des malentendus. Parce que l'autre en face, il n'aura pas les données pour comprendre le message. Et comme il n'aura pas les données pour comprendre le message, il va interpréter comme il pourra. Malentendu. Le langage, c'est le malentendu. Alors, c'est très paradoxal le langage, parce que c'est absolument nécessaire, parce que sinon on ne peut pas communiquer, et en même temps, c'est quelque chose qui vient nous empêcher de communiquer correctement. C'est trop restreint. Oui, c'est trop pauvre, en fait. C'est trop pauvre par rapport au réel à l'extérieur, mais c'est trop pauvre par rapport au réel du ressenti d'un individu. Et est-ce que Nathalie Sarraute, elle a une solution à ça ? Elle a même que Bergson, je pense. C'est-à-dire que Bergson dit que la seule solution, c'est la littérature, c'est-à-dire l'art de la parole. Utiliser la parole comme un art, et là où on utilise la parole comme un art, c'est dans la littérature, et c'est ce que fait Sarraute dans Pour un oui ou pour un non, parce que quand on lit sa pièce, on comprend très bien ce que c'est un tropisme, mais on comprend aussi très bien pourquoi, dans nos relations, des fois, les choses nous bouleversent, ou nous touchent, ou nous mettent mal, ou on a envie de s'en aller, même si on ne peut pas mettre de mots dessus. Donc ça veut dire que l'écriture de Sarraute a réussi à nous expliquer ce qui se joue dans la relation à l'autre, et qui nous échappe la plupart du temps. Mais le langage, dans cette pièce, il a une autre dimension, c'est que c'est une arme de destruction. C'est une arme de pouvoir. Alors, pas que dans cette pièce, parce que dans la vie aussi, on peut détruire quelqu'un avec des mots. Pour rester dans la comparaison que je faisais tout à l'heure, si toute l'année je dis à un élève tu es un âne, il y a des chances qu'il finisse par le penser, surtout s'il est petit. Parce que les mots nous façonnent aussi. Mais le langage, c'est aussi donc une arme. Alors on voit que c'est une arme parce que sans arrêt les personnages interrompent l'autre, l'accusent. Et quelquefois c'est des stratégies en fait. Par exemple le silence peut être utilisé comme une stratégie pour le mettre mal à l'aise. Il y a l'utilisation de questions rhétoriques aussi, comme par exemple H1 qui dit à H2 « Mais enfin, quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Il y a un moment dans la pièce, d'ailleurs, où H2 dit à H1 « Mais maintenant, c'est à la mort, quoi. C'est ou toi, ou moi. » C'est-à-dire que la sous-conversation a tellement tendu la relation qu'il y en a un qui doit dominer l'autre. Et il ne peut le faire que par le langage. Tu parles du langage et de la parole, donc c'est les principaux thèmes abordés dans l'œuvre ? Oui, bien sûr que le langage, c'est le thème essentiel, mais au langage, beaucoup de choses sont liées comme thème. Déjà, il y a le tropisme. Le tropisme, c'est un thème constant, mais c'est lié au langage, on en a parlé, je reviens pas. Il y a l'amitié. Parce que cette amitié, elle est mise à mal parce que la parole est totalitaire. C'est-à-dire que cette parole, la fragilité et la complexité de la relation entre H1 et H2, elle va provoquer une catastrophe. On le voit dans les propos de H2. Il dit exactement... Entre nous, il n'y a pas de conciliation possible, pas de rémission. C'est un combat sans merci, une lutte à mort. Oui, pour la survie, il n'y a pas le choix, c'est toi ou moi. Et au fil de la pièce, on voit bien qu'il y a une incompréhension mutuelle entre ces deux amis. Donc la question, le thème de l'amitié, il est posé aussi. Parce que qu'est-ce que c'est que le sens d'une amitié ? Parce qu'en dépit de leur histoire commune, ces personnages ne se comprennent pas vraiment. Et on se demande... Si cette amitié, tellement elle a l'air larvée par des malentendus et des non-dits, elle a encore une chance de survivre. Et pourquoi faire ? Et ce langage, cette amitié, elle est utilisée comme un outil de domination ? Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et par exemple, il y a une métaphore filée dans la pièce à un moment donné où H2 accuse son ami de l'attirer chez lui comme dans une souricière. H2 dit « Eh bien, figurez-vous qu'il ne le supporte pas. Il veut à toute force m'attirer, là-bas, chez lui. Il faut que j'y sois avec lui, que je ne puisse pas en sortir. Alors il m'a tendu un piège, il a disposé une souricière. » Donc bien sûr que parmi les thèmes, il y a celui de l'amitié. Il y en a d'autres, mais les autres, on les retrouve, c'est toujours les mêmes. C'est le langage, c'est le tropisme, c'est l'identité de soi qui est mise à mal par la parole de l'autre. Et dans la pièce, du coup, on sent que H1 et H2, il y a souvent une tension entre deux, mais comment Sarraute utilise le langage pour créer cette tension ? Justement, Sarraute est un écrivain, donc elle va utiliser toutes sortes de figures et de manières d'écrire, notamment
en fragmentant en permanence le dialogue. Il y a plein de ruptures, même si tu lis pas la pièce, tu la regardes, tu vois qu'il y a des points de suspension partout. Ces points de suspension, ils sont là pour montrer soit l'hésitation, les interruptions, parce qu'on veut pas dire aussi, les non-dits, l'embarras, les pensées qu'on ne peut pas exprimer, mais qu'on a là, mais qu'on ne peut pas exprimer. Donc tout ça, même visuellement déjà, ça donne à voir ce qui se passe entre les personnages. Sarraute va utiliser des figures, par exemple, comme la posiopèse, qui est une figure qui consiste à interrompre brutalement une phrase. On la termine pas, et tant pis pour l'autre. Ça veut dire qu'on veut pas s'exprimer, ou ça veut dire qu'on veut pas dire les choses. C'est par exemple, dans cette phrase, « D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi. Comment aurais-je pu ?» Rien n'est fini. Mais il y a aussi une autre figure de style qui est très fréquente pour un oui ou pour un non, c'est l'épanorthose. Or, l'épanorthose, c'est la marque que quelqu'un est en train de chercher le mot le plus juste possible. Donc, il va se répéter, s'interrompre, et puis se répéter, jusqu'à trouver le mot juste ou ne pas le trouver, et alors il finira pas sa phrase. Ça peut donner quelque chose comme « c'était, comment dire, une approbation, mais pas comme les autres. Une approbation, comment dire, condescendante. » Voilà. Donc il y a beaucoup d'hésitation dans le langage. Toutes les répétitions aussi, avec des variations d'intonation et de nuances qui vont marquer justement cette difficulté à dire les choses ou à les recevoir, la manière dont on les a interprétées aussi. Par exemple, H2, quand il dit à H1 en parlant de son monde à lui, de son monde bourgeois, « Un petit coin de votre œil tourné vers moi, un tout petit bout de regard détourné vers moi, pour voir si je contemple, si je me tends vers ça comme il se doit, comme chacun doit se tendre. » Il y a aussi les interrogatifs qui sont très nombreuses, que le personnage s'adresse à lui-même ou qu'il adresse à l'autre. Et tous ces éléments vont contribuer en fait à permettre au lecteur de percevoir ce qu'il se passe dans la sous-conversation. Mais du coup, il y a une fin, cette pièce ? Ah bah non, il n'y a pas de fin. Enfin, il y a ce qu'on appelle une fin ouverte. C'est-à-dire que à la fin de la pièce, on voit bien que le conflit est toujours là, et qu'il y a toujours la différence entre H1 et H2. Bon, voilà, en gros, enfin, c'est sûr qu'on pourrait en parler pendant 6 heures, mais est-ce que j'ai un peu éclairé ta vision de la pièce ? J'ai surtout compris par rapport à ce qu'elle voulait dire Nathalie Sarraute. Donc je pense que je suis bien paré pour le bac. Est-ce que ce qui serait bien, c'est que tu sois bien barré pour la vie aussi et que tu lises vraiment la pièce, parce que on est tous confrontés à ce dont elle parle et à cette souffrance que nous inflige l'autre parfois avec ses sous-entendus, mais qu'il a même pas fait. Donc moi je conseille de lire la pièce parce que il y a à apprendre sur nous et sur l'autre et peut-être à faire attention à la manière dont on communique avec les gens, parce que finalement ça fait des désastres qu'au départ on voulait pas. Voilà, je te remercie pour tes questions. Merci. Est-ce qu'il y a un site où je peux te retrouver ou retrouver d'autres cours similaires ? Oui, alors il y a une chaîne YouTube déjà. Une chaîne YouTube. Qui s'appelle SOS Bac Français Philo. Il y a un site internet qui s'appelle Français Philo. Et puis on peut me retrouver c'est quoi l'adresse du site ? françaisphilo.fr. D'accord. Et on peut me retrouver aussi en podcast sur l'oreille qui lit. Spotify, Deezer. L'oreille qui lit. L'oreille qui lit, ouais, voilà. Voilà, et puis bonne chance pour le bac. Merci l'oreille qui lit. Voilà. Allez, au revoir. Au revoir.